Bienvenue à ce topo du NPR révolutionnaire de Lyon. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la première insurrection de l'histoire du mouvement ouvrier et qui s'avère s'être déroulée à Lyon en 1831 et 1834. Donc si on fait ça, vous vous en doutez, ce n'est pas par chauvinisme régionaliste, mais pour comprendre comment une initiative hyper précoce, pour l'époque où elle a eu lieu, a fait franchir des bonds géants à l'expérience du mouvement ouvrier dans son ensemble. Et ça non seulement parce que la naissance du mouvement ouvrier elle détermine la suite de son histoire, mais aussi parce qu'elle préfigure la naissance de notre courant politique, qui est le marxisme. J'ai prévu une intro avec une chanson que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle La chanson des canuts. Vous connaissez probablement, si vous la connaissez, la version d'Yves Montand. J'en ai trouvé une autre de Alain Lemaine, qui a l'immense avantage d'avoir les paroles sur la vidéo, mais qui a d'autres avantages à elle, quoi. Pour chanter béni créateur, il faut une chasuble d'or. Pour chanter béni créateur, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous grands de l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau et ruban sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau et ruban sautoir. Nous en tissons pour vous grands de la terre, et nous pauvres canuts, sans drap on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Je me permets de m'arrêter là. Du coup, ce qui est assez intéressant avec cette musique, même si elle est bien postérieure au mouvement des canuts en lui-même, genre elle date de la fin du 19e, et elle reprend d'ailleurs des airs qui sont en fait des hymnes d'autres grèves un peu historiques de la naissance du mouvement ouvrier, mais en Allemagne et en Angleterre, c'est qu'on a quand même une caractérisation des canuts qui sont comme héritiers d'un savoir-faire artisanal qui produit un peu des biens de luxe qui sont vraiment à destination de l'Église et d'une très haute bourgeoisie, ici en l'occurrence des vêtements. Et pour autant, les canuts sont aussi caractérisés par un mouvement de prolétarisation, ce qui fait apparaître une contradiction, qui est que tandis que les canuts fabriquent les habits de la bourgeoisie, eux sont métaphoriquement nus, c'est-à-dire en fait complètement miséreux. Du coup, pour rentrer un peu dans le dur, et pour comprendre un peu qui sont les canuts et ce qu'ils vont représenter politiquement, il faut aussi rentrer plus en détail dans leur place dans les rapports de production au sein de l'industrie de la soie à Lyon. En fait, cette industrie, elle a une longue histoire et qu'il va falloir un peu résumer rapidement, où déjà dans l'ère pré-romaine, Lyon, enfin ce qui deviendra Lyon, est déjà un carrefour marchand assez important dans la mesure où la ville elle est aisément protégée des attaques potentielles par les 3 collines et les 2 fleuves qui l'entourent, tout en lui assurant des voies de transport. En 43 avant notre ère, il y a l'Empire romain qui fonde Lugdunum, donc la fameuse capitale des Gaules. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de spécialisation à proprement parler dans la soierie ou même juste dans le textile. Par contre, ça fortifie Lyon en tant que ville de négoce, qui a un caractère qu'elle va conserver au fil des modes de production. En 1536, on a les premiers tisserands de soie qui s'installent à Lyon, et ce sur décision du roi François Ier. C'est l'acte officiel de naissance de la fabrique de la soie à Lyon, où ici vous avez
sont des craies de l'époque. On a déjà vu dans les topos précédents comment les marchands dont on parle là, ces marchands de soie, ils se sont développés au point de devenir une classe sociale à part entière, c'est-à-dire la bourgeoisie, consciente de ses intérêts distincts à la fois des nobles et du bas peuple. On a aussi déjà vu comment cette classe s'appropriait la plus-value réalisée par le prolétariat, là aussi naissant, en l'exploitant, et comment elle avait réussi à s'affranchir politiquement de l'aristocratie en prenant le pouvoir au moment de la Révolution française, et ce, jusqu'à devenir la nouvelle classe sociale dominante. Donc tout ça, vous connaissez déjà, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Le truc, c'est qu'à Lyon, ça prend une forme un peu particulière. Si la soierie à Lyon, elle est un peu mise à mal par la Révolution française, elle connaît son apogée au début du XIXe siècle, notamment grâce aux subventions napoléoniennes, au point où, même si Paris demeure la capitale politique en France, Lyon est à ce moment sa véritable capitale économique. Sur les 180 000 habitants de l'agglomération lyonnaise à l'époque, on estime que la moitié vit du seul tissage de la soie. Elle acquiert une renommée internationale, notamment grâce aux expositions universelles, mais surtout grâce au commerce extérieur. En fait, la soierie, elle représente à elle seule quasiment un tiers des exportations françaises, et la France est leader sur ce marché. Cette spécialisation des marchands dans le secteur de la soie fait qu'assez vite, on commence à les appeler soyeux, bien qu'eux-mêmes se surnomment fabricants. Et bon, par souci de clarté et pour n'accorder aucun mérite à cette classe parasitaire, on va quand même rester sur marchand. Mais qui dit marchand de soie dit marchandise et donc travailleur pour les produire. A l'inverse donc, le terme de canut, lui, il est à l'origine une insulte qui désigne surtout le chef d'atelier. Il n'est réapproprié positivement, avec fierté, qu'au début du XIXe, par toute une diversité de corps de métier qui ont en commun d'user leur vie au travail de la soie et à l'enrichissement des marchands. Ces canuts, ils ne sont pas seulement diversifiés au niveau des métiers, mais aussi en termes de place hiérarchique dans l'appareil de production. En bas de l'échelle, on retrouve les apprentis et les ouvriers, et à leur côté, les femmes et les enfants qui participent souvent au processus de fabrication quand ils ne sont pas simplement prostitués pour compléter les revenus de misère. D'ailleurs, la position que les enfants devaient adopter pour actionner le rouet des métiers à tisser déformait leur corps à la longue, si bien qu'on recense un taux qui est anormalement élevé de scoliose dans les populations pauvres à Lyon. Scoliose qui d'ailleurs venait compléter la malnutrition et les tuberculoses qui, elles, sont causées par les poussières qui se dégagent de la soie. Au-dessus d'eux, on trouve tout un éventail de chefs d'atelier. Ces chefs, ils ne sont pas seulement donneurs d'ordre, mais aussi propriétaires d'un ou plusieurs métiers à tisser, et parfois aussi employeurs. Non seulement de leur famille, mais d'autres ouvriers à qui revient la moitié du prix de façon en guise de salaire. Et bien qu'étant petits propriétaires et plus faibles numériquement, on peut se permettre de quand même ranger ces chefs d'atelier du côté du prolétariat qui naît, parce qu'il est concentré à pas plus d'une ou deux dizaines d'individus par atelier, et qui hérite ce prolétariat naissant qui, lui, est concentré à pas plus d'une ou deux dizaines d'individus par atelier, et qui hérite de certaines survivances de son passé d'artisan propriétaire, de son moyen de production. Bien qu'étant formellement payés à la pièce par les marchands, ils subissent autant l'exploitation capitaliste que s'ils étaient salariés. Les marchands passent des commandes, font livrer la matière première et vendent ensuite les marchandises produites par leurs canuts sous-traitants en embauchant tous les profits. Ils contrôlent les deux bouts de la chaîne de production. Pour mieux comprendre, on peut faire un parallèle avec les livreurs Deliveroo d'aujourd'hui qui sont payés à la course et propriétaires de leur téléphone et leur vélo tout en étant en pratique exploités par les applications qui correspondent aux marchands de l'époque. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la forme juridique des relations économiques entre les individus, mais leur aspect matériel. Et c'est un peu ça qui permet vraiment de parler d'exploitation. Maintenant qu'on a dit ça, il faut quand même préciser que les chefs d'atelier, ils apparaîtront souvent comme des dirigeants par défaut du mouvement des canuts, du fait de leur autorité hiérarchique, mais qui sont aussi en même temps du genre à freiner des cas de fer lorsque la radicalité des ouvriers et des apprentis s'exprime un peu trop. Pour autant, ils ont quand même en commun avec les ouvriers d'être particulièrement pauvres. En 1830, une journée de travail de canut, c'est en moyenne 18 heures et avec des salaires, c'est-à-dire en fait des prix de rachat des marchandises, dont tout le monde sait, y compris les bourgeois, qu'ils ne sont pas suffisants pour vivre. Pour garder les salaires bas, les marchands prétextent les crises de surproduction, les aléas du marché avec des baisses de commandes de la part de l'Église ou bien la concurrence étrangère. En fait, en pratique, la soierie lyonnaise, elle est en plein essor et ses exportations accusent une importante augmentation, et ce jusqu'en 1831. Là, vous avez déjà les pourcentages de la soierie, si vous aimez les stats, dans les exportations françaises. Et c'est vraiment le premier secteur d'exportation en France, et qui a non seulement une part vraiment importante. On est toujours sur un tiers. En fait, il y a une nécessité pour les marchands de maintenir les salaires bas pour continuer de faire fleurir l'industrie de la soie, dans la mesure où baisser les salaires permet non seulement de réaliser des économies, mais aussi de placer les canuts dans un besoin continuel de travail et donc d'augmenter la productivité. Et 1831, c'est aussi la même année où les canuts vont renouer avec une de leurs anciennes revendications,
qu'ils avaient déjà cherché à obtenir par quelques grèves au long du XVIIIe et au début du XIXe. C'est le tarif. Il s'agit ni plus ni moins que d'un prix minimum d'achat des marchandises, en fait un tarif minimum, par les marchands, de sorte à se garantir d'un revenu minimum et pour empêcher que les chefs d'atelier ne bradent eux-mêmes les prix et se mettent en concurrence avec d'autres canuts. Il faut se dire qu'à l'époque, cette revendication et les moyens employés pour l'obtenir sont particulièrement progressistes. À ce moment, on n'a ni syndicat ni parti politique, tout juste quelques sociétés compagnonniques qui sont en fait plutôt des réseaux d'entraide pour la recherche de travail ou le prêt d'outils, et le tout qui est empreint d'un mysticisme assez farouche quand ce n'est pas directement de la religion. Au siècle dernier, il y avait bien des corporations qui entretenaient une sorte d'esprit de sectarisme entre les corps de métier, mais qui apparaissaient quand même comme des embryons d'organisation de classe. Mais en fait, elles ont toutes été dissoutes avec la loi Le Chapelier en 1791. Alors, revendiquer un tarif minimum, ce qui revient formellement à revendiquer une augmentation de salaire, ça exige de comprendre que leur misère est le corollaire de la richesse des marchands et que leurs intérêts sont fondamentalement contradictoires avec ceux qui les exploitent. Cette formulation, elle va s'exprimer sous le slogan « Vivre en travaillant », c'est-à-dire qu'on exige un revenu qui permette tout simplement de vivre, c'est vous dire le niveau de la misère. Et c'est intéressant aussi parce que c'est un mot d'ordre dont tous les ouvriers peuvent s'emparer. Il ne concerne pas que telle ou telle corporation, et encore moins la possibilité pour tel ou tel individu de s'enrichir à titre personnel, comme c'était le cas pendant la plupart des mobilisations de façon générale, mais y compris des canuts et d'autres artisans au long du XVIIIe. En fait, ce qui influence les canuts, c'est surtout le mutualisme, qui à ce moment-là relève plus d'un genre de mode d'organisation que d'une doctrine politique. La doctrine politique, c'est plutôt quelque chose qu'elle deviendra avec Proudhon, une décennie plus tard, où en 1928 est fondé le Devoir Mutuel, une société de secours mutuel donc, dont les adhérents versent des cotisations qui sont redistribuées en cas de maladie, de chômage ou, et c'est plus intéressant, de grève. On peut y voir des prémices d'une sécu qui soit directement contrôlée par les travailleurs. Mais cette société, elle n'est réservée pour l'instant qu'aux chefs d'atelier. Elle rencontre malgré tout un grand succès dans un contexte de misère et où cette organisation ouvrière parvient à contourner la loi Le Chapelier dont je parlais juste avant. Et donc elle permet d'avoir une existence légale. En plus, une existence plus illégale dans ces modes d'organisation. Au moment de sa création, un des fondateurs du Devoir Mutuel, Pierre Charnier, le mec qui a fait le dessin juste là, il lance un appel et il dit, je cite, « Réunissons-nous et instruisons-nous. Apprenons que nos intérêts et notre honneur nous commandent l'union. Il faut créer à notre profession un esprit de corps. Pour y parvenir, il n'y a qu'une seule route, c'est l'association. » Donc c'est bien l'influence du mutualisme qui explique ce qu'on pourrait rétrospectivement appeler une revendication de classe, cette augmentation, ce tarif minimum qui revient à une augmentation de salaire. Fort de quelques centaines de membres et d'un fonctionnement relativement centralisé, c'est le Devoir Mutuel qui servira de principal cadre d'organisation des canuts dans les années qui suivent, et y compris en période de lutte. Et du coup, pour en venir à l'insurrection de 31, il faut rapidement évoquer le contexte national dans lequel elle a lieu. Après la Révolution française, il y a une période de contre-révolution qui débouche sur la restauration de la monarchie en 1814 et qui sera incapable de résoudre la contradiction entre les intérêts de la bourgeoisie et les résidus de la noblesse. Ces contradictions, elles éclatent dans une nouvelle révolution, les 27, 28 et 29 juillet 1830, que représente la liberté guidant le peuple, contrairement à ce qu'on peut penser spontanément, ça aurait attrait à la révolution de 1789. Et ces 3 journées, on les appelle aussi les 3 glorieuses. La bourgeoisie se révolte contre la restriction partielle du droit de vote et fait abdiquer Charles X. Et à Lyon, comme ailleurs, les bourgeois sont numériquement très faibles et s'appuient donc sur la force du prolétariat pour mener à bien leur révolution. Quand ils ne font pas du chantage à l'emploi comme à Lyon, ils les convainquent en leur promettant monts et merveilles. Ils leur disent que quand la République sera instaurée, un âge de liberté et de prospérité débutera. Après quelques semaines de flottement et d'incertitude, c'est les monarchistes qui l'emportent malgré tout. On place Louis-Philippe sur le trône avec une constitution qui limite un peu ses pouvoirs, et puis basta. Pour les canuts, non seulement les marchands ne remplissent pas leurs promesses, mais ils aggravent leur situation. Dès 1830, on a une vague de chômage qui s'abat sur les canuts, en même temps qu'un nouvel impôt qui touche particulièrement les plus pauvres au mois de mars de l'année suivante. Merde. C'est bon. En pratique, rien n'a changé. Il y a un journal des canuts sur lequel on va revenir plus longuement après, qui s'appelle L'Écho de la Fabrique, et qui commente rétrospectivement ce changement de régime et qui écrit « Autrefois, les gros mangeaient les petits, à présent, les petits sont mangés par les gros ». Donc en gros, le changement de régime n'a rien changé de profond au rapport d'exploitation réel. Les bourgeois ont fait leur révolution pour eux-mêmes. Si à l'époque, il n'y a aucun courant politique qui théorise la prise du pouvoir par la classe ouvrière,
Ce qui se pose en creux comme problème politique, c'est déjà la direction ouvrière de ces luttes et le pouvoir ouvrier plus généralement. Donc pour résumer, en 1830, les canuts ils sont miséreux, concentrés par milliers dans quelques quartiers de Lyon ou son agglomération, et particulièrement la Croix-Rousse, influencés et organisés par le mutualisme qui prône leur union, et ils viennent de se faire voler une révolution. Il y a tous les ingrédients réunis pour qu'il y ait une certaine vapeur. Et effectivement, le 8 octobre 1831, il y a 300 chefs d'atelier qui se réunissent pour exiger l'instauration du tarif dont on parlait tout à l'heure. Ils se dotent alors d'un cadre d'auto-organisation de plus grande ampleur. La ville, elle est divisée en 40 sections qui élisent chacun 2 délégués pour siéger dans une commission centrale où les tâches particulières sont réparties. Le 10 octobre, c'est 1500 chefs d'atelier qui se réunissent en AG. Pris de peur, le maire de Lyon convoque les marchands pour imposer illico un tarif, mais sans succès. Le 17 octobre, les ouvriers sans métier à tisser, qu'on appelle les compagnons, qui sont donc au bas de l'échelle, rejoignent le mouvement et fondent la Société des compagnons ferrandiniers, qui est une autre organisation mutualiste, mais qui organise, elle, uniquement les compagnons et qui sera souvent à l'avant-garde des mobilisations à venir. Le lendemain, il y a une délégation des chefs d'atelier qui amène une pétition au préfet de la ville pour exiger un tarif, mais là encore, malgré les promesses, rien n'y fait. Jusqu'au 25 octobre, de nombreuses réunions ont lieu sous les regards du préfet ou du maire, où chefs d'atelier délégués et marchands se rencontrent et négocient. Les marchands signent bien le tarif, mais ils prétextent toujours avoir été contraints par la menace. Il faut dire qu'au même moment, des manifestations de canuts groupées par section juste devant la préfecture ont lieu. Le 24 octobre, c'est 6000 personnes qui défilent au cri de « Vive les ouvriers ». Le cortège est divisé en 40 groupes correspondant aux 40 sections de la commission centrale. Chacune est menée par ses 2 délégués. Un tel niveau d'organisation est inédit et a de quoi faire peur aux marchands terrés à la préfecture. Après le 25 octobre, les marchands passent directement par la Chambre des députés pour faire annuler le tarif, chose qui sera officieusement faite le 17 novembre, où le tarif n'est désigné que comme un engagement d'honneur, c'est-à-dire un truc où chaque marchand est libre de le respecter ou pas. Alors le 21 novembre 1831, les canuts commencent une grève décidée la veille. Ils descendent la Croix-Rousse et croisent le chemin de la Garde nationale, et plus particulièrement du peloton de Terreau, un quartier qui est déjà très bourgeois à l'époque. Les volontaires de la Garde nationale, à ce moment, ils sont encore regroupés par quartier, ce qui influence particulièrement la composition sociale de chaque peloton. En règle générale, en période d'insurrection, les pelotons des beaux quartiers rejoignent la réaction et ceux des quartiers ouvriers rejoignent les insurgés. À la vue de leurs ouvriers en grève, les patrons ouvrent le feu. Ils font quelques morts et les canuts remontent les pentes en appelant à l'insurrection. De chaque maison sortent des combattants armés de pioches, de pelles, de bâtons et de quelques fusils. Les premières barricades s'érigent à la Croix-Rousse. Et elle est rejointe le soir même par toutes les autres villes ouvrières de la banlieue de Lyon qui ne sont pas encore ces quartiers et qui ouvrent des fronts au Brotteaux, dans le Vieux-Lyon et à la Guillotière contre le peloton les plus bourgeois de la Garde nationale, qui sont eux surtout concentrés sur la presqu'île. Des ouvriers de toutes professions les rejoignent. Il y a le procureur général de Lyon qui à ce moment commente, je cite, « Nous sommes comprimés par une insurrection qui, commencée d'abord au nom de nos ouvriers en soirée, a fini par entraîner toute notre classe ouvrière. » Donc c'est dire un peu aussi le niveau de gap qui est sauté à passer d'un truc seulement corporatiste et qui touche en fait et arrive à mobiliser l'intégralité de ce qui est déjà appelé à ce moment la classe ouvrière, quoi. Les insurgés se munissent de drapeaux noirs floqués du slogan « Vivre en travaillant », auquel ils ajoutent « Ou mourir en combattant ». Ils sont effectivement rejoints par les gardes nationaux des quartiers plus prolos et font fondre des couverts en étain dans des dés à coudre en guise de munitions pour les quelques fusils qu'ils ont. La plupart d'entre eux se battent au poing et au pavé. Après 2 jours de combat et 600 morts, les troupes bourgeoises qui sont retranchées sur la place de l'hôtel de ville font retraite, abandonnent la place et se frayent un chemin malgré les meubles qui leur sont balancés dessus par les familles ouvrières du haut des immeubles. La ville de Lyon est entre les mains des canuts. Alors à ce moment-là, il y a un tout petit groupe d'insurgés qui investit l'hôtel de ville, qui se constitue en gouvernement provisoire et qui appelle à l'édification d'un pouvoir ouvrier. Mais ils sont directement désavoués par la commission centrale des chefs d'atelier et globalement par tout l'ensemble du reste du mouvement des canuts. C'est un échec, mais qui annonce déjà la portée révolutionnaire du mouvement ouvrier à venir. Il faut dire qu'à ce moment, les canuts n'avaient absolument pas prévu d'exercer le pouvoir. Encore une fois, aucun courant politique ne portait ce programme à l'époque. C'est tout juste si les canuts avaient pris conscience de leur force. En fait, c'est surtout que les tirs de la Garde nationale les ont poussés à la riposte, que leur mouvement est devenu une insurrection. Dans les jours qui suivent, les premières contradictions du mouvement surgissent de façon plus saillante. La commission centrale appelle au calme et veut négocier avec les... La commission centrale appelle au calme et veut négocier avec les autorités officielles pendant qu'un groupe d'insurgés prépare la défense contre la répression à venir et ouvre les armureries pour armer le peuple. Le 26 novembre, la plupart des canuts reprennent le travail en pensant avoir obtenu gain de cause suite à une négociation autour du tarif, tandis que les plus révolutionnaires d'entre eux fuient déjà Lyon par peur de la répression. Les canuts sont désarmés. Le prince en personne défile dans les rues de Lyon et en appelle à l'obéissance des ouvriers.
tandis qu'on fait construire un mur d'enceinte au nord de la Croix-Rousse, ainsi qu'une ceinture de forts autour de Lyon, pour se protéger aussi bien de possibles invasions étrangères que de l'ennemi intérieur que représente désormais la classe ouvrière. Alors on ne les voit pas hyper bien, mais tous les forts, ils sont surtout visibles au bas, là, et un peu à droite. Ces forts, et particulièrement celui de Montluc, serviront d'ailleurs à la Gestapo et Klaus Barbie comme lieu de torture et de résistants. La répression judiciaire à ce moment, elle est relativement faible, faute de trouver des témoins qui acceptent de parler et de dénoncer les insurgés, du moins les quelques insurgés qui seraient encore restés à Lyon à ce moment. Le fait le plus marquant, c'est qu'on contraint tous les canuts à se rendre dans des commissariats où l'on jugera de la plus ou moins bonne conduite de l'individu pendant l'insurrection de 31. En cas de mauvaise conduite, on lui interdit de travailler et on l'expulse de Lyon. À ces ouvriers, l'armée propose de s'engager à servir dans de nouveaux corps militaires en Afrique, car 1831, c'est aussi le début de la colonisation de l'Algérie. La bourgeoisie de l'époque trace d'ailleurs un trait d'équivalence assez net entre ce qu'elle appelle les barbares des colonies et cette nouvelle force politique révolutionnaire qu'est la classe ouvrière. Aussi, en envoyer une partie, en réprimer une autre, c'est affaiblir le prolétariat lyonnais et les peuples colonisés par la France simultanément. Quelques jours après l'insurrection déjà, un article d'une presse bourgeoise, qui s'appelle le Journal des débats, publie un article qui se démarque par son effroi et sa clairvoyance. Il écrit, je lis seulement les passages les plus intéressants. « Il ne faut rien dissimuler. La sédition de Lyon a révélé un grave secret, celui de la lutte intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui possède et celle qui ne possède pas. Notre société commerciale et industrielle a sa plaie comme toutes les autres sociétés. Cette plaie, ce sont les ouvriers. Point de fabrique sans ouvriers. Chaque fabricant vit dans sa fabrique comme les planteurs dans les colonies, au milieu de leurs esclaves, un contre 100. Et la sédition de Lyon est une espèce d'insurrection de Saint-Domingue. Les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase ni dans les steppes de la Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Ils sont les plus forts, les plus nombreux. Vous leur donnez vous-même des armes et enfin, ils souffrent horriblement de la misère. C'est là où est le danger de la société moderne. C'est de là que peuvent sortir les barbares qui la détruiront. » On est 16 ans avant le manifeste du Parti communiste. Et si le caractère révolutionnaire du prolétariat n'est ici limité qu'à sa misère et son nombre, en fait, on fait face à un texte qui, tout en étant réac, est aussi particulièrement conscient des enjeux qui se jouent là. Mais la bourgeoisie, ce n'est pas la seule classe sociale à comprendre ce qu'une presse peut apporter à ses intérêts. Le 30 octobre 1831, quelques jours à peine avant l'insurrection, les canuts fondent l'Écho de la Fabrique, qu'on avait évoqué juste avant, qui est le premier journal ouvrier de l'histoire, écrit et publié par et pour des ouvriers. On y trouve des débats sur la place des machines dans le travail, qui parfois s'étendent jusqu'à 7 numéros à la suite à fil de réponse, des témoignages sur les conditions de vie, des analyses sur l'actualité locale comme internationale, des recommandations de lecture et des comptes rendus de livres scientifiques, d'histoire, d'économie, un suivi des grèves d'autres villes, d'autres régions et parfois d'autres pays, des chansons, de la poésie et même des jeux de mots. Cette période d'insurrection et d'émulation, elle amène les canuts à avoir une conscience de classe et des outils d'organisation qui sont particulièrement précoces, ce qui les pousse à des analyses qui sont certes rudimentaires, mais précurseurs. On a par exemple un article de novembre 31 qui analyse la naissance de la bourgeoisie comme classe à part entière aux intérêts distincts de l'aristocratie. Un article du journal républicain La Glaneuse, qui collabore souvent avec les Échos de la Fabrique à ce moment-là, tente, en 1833, une première définition du terme prolétaire, soit ceux qui ne possèdent absolument rien, vivent du fruit de leur travail quotidien, quel qu'il soit. Et ce qui caractérise l'Écho de la Fabrique, en tant que presse ouvrière, c'est qu'elle s'annonce comme bien plus qu'un genre de journal d'opinion un peu autogéré, mais comme un véritable outil d'organisation politique. Et c'est au-delà des seuls canuts. Dans le numéro de septembre 1832, on peut lire « Nous serons le journal de la caste prolétaire tout entière. À nous donc, artisans de toute profession, industriels de toutes les classes, ouvriers travailleurs de toute la France. Que l'Écho de la Fabrique soit pour vous un centre de réunion, un point d'appui et de ralliement. » Dans le numéro du 24 novembre 1833, on trouve y compris les prémices d'une critique de l'économie politique bourgeoise qui met en lumière l'exploitation. Ou parlant de la lutte du prolétariat, l'article dit « C'est le travail disputant au capital la part que le capital lui arrache. Il veut que l'humanité commande, que l'exploitation de l'homme par l'homme cesse. » De tout ça découlent aussi les prémices d'un programme un peu plus conséquent. Dans un article de la Glaneuse du 8 décembre de la même année, on peut lire qu'il faut, je cite, « faire passer peu à peu, par la puissance des associations, les instruments de travail entre les mains de ceux qui les emploient. » Ce qui pose là aussi les germes d'une socialisation des moyens de production. L'Écho théorise en parallèle l'union des travailleurs, ou bien dans des sortes de confédérations proto-syndicales, ou bien carrément à échelle internationale. Dans le numéro du 27 mai, on peut lire
Il n'y aura pas de vrai bonheur pour les industriels, il n'y aura de vrai bonheur pour les industriels que lorsque des relations suivies effaceront pour eux la distance qui sépare Lyon et Manchester, Cadix et Bordeaux, Vienne et Bruxelles. Il n'y aura d'amélioration possible pour le sort du prolétaire que quand tous les peuples seront intimement liés et ne formeront qu'une chaîne dont chaque ville manufacturière sera un anneau. Et qu'enfin, les industriels trouveront des frères et non des rivaux sur les bords du Rhône, de la Tamise, du Danube et de la Tage. Alors quand ils disent industriels là, ce n'est pas les industriels d'aujourd'hui, c'est des gens qui sont capables d'industrie, donc en fait des prolos. On est toujours 15 ans avant le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, de Marx et Engels. Le 27 mai 1932, on peut lire une lettre à destination des ouvriers anglais. Il est d'ailleurs très probable que l'écho de la fabrique ait un temps été imprimé et traduit en anglais à Londres, mais on n'en a pas retrouvé la trace. Mais ils écrivent quand même, en français, « À nos frères d'Angleterre, restez unis, associés et organisés. Vos ennemis sont aussi les nôtres, car ce sont eux qui ont entretenu pendant si longtemps entre vous et nous l'esprit de haine et les guerres sanglantes qui les ont enrichis. Eux, vos maîtres, et nous ont appauvris, vous et nous, travailleurs. » Dans le même numéro, on dénonce la colonisation de l'Algérie par la France et on désigne l'armée française comme les vrais barbares. Cette dénonciation, elle ne tombe pas du ciel, mais elle est le résultat de l'expérience de l'insurrection, où les canuts ont eux-mêmes été désignés comme barbares avant qu'on tente de les enrôler contre les peuples colonisés. Réprimés comme ennemis intérieurs, les canuts refusent de combattre ceux qu'on leur présente comme ennemis extérieurs, et donc ici les Algériens. Tous les exemples qui ont été donnés là, c'est des points de programme, d'analyse ou de mode d'organisation qui sont hyper importants pour le mouvement ouvrier et aussi pour le marxisme. Non pas que Marx aurait tout repompé, mais c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, le communisme, ce n'est pas un idéal de société tiré de nos désirs ou de notre imagination. C'était peut-être un génie, mais Marx n'a pas non plus sorti toutes ses idées de dessous sa barbe. Au contraire, le communisme naît des moyens même d'organisation de la classe ouvrière. Ce qu'opère Marx, et plus généralement le marxisme, au-delà d'un perfectionnement d'idées qui sont déjà présentes en germe dans l'écho, c'est la synthèse entre le socialisme et le mouvement ouvrier. Et les canuts, à ce moment, ils sont en train d'amorcer le début de cette synthèse, mais avec un patchwork de tout un tas de courants qu'on désigne aujourd'hui sous le terme englobant de socialisme utopique. On a du coup, comme on l'a dit, des bouts du mutualisme, auxquels se rajoute à partir de 1932 du saint-simonisme, du fouriérisme, mais le tout tenté d'un esprit révolutionnaire qui est enorgueilli par l'expérience de 1931. Utopiques, ces socialismes le sont justement parce qu'ils cherchent, au contraire du marxisme, à calquer le réel sur un idéal abstrait. Ça n'empêche pas ces courants d'avoir été, pendant un petit laps de temps, hyper progressistes. Mais là, les canuts semblent, par leur pratique même, bien en avance sur les socialismes utopiques. Pour prendre qu'un exemple, le saint-simonisme et le fouriérisme s'opposent fermement à la Révolution et se retrouvent complètement démunis face à un événement comme l'insurrection de 1931, alors même que beaucoup de canuts peuvent se revendiquer de Saint-Simon. Là, on a une presse qui est faite par des ouvriers, qui discutent de problèmes politiques sur des bases qui sont les leurs et forts d'une expérience insurrectionnelle. Sans en avoir conscience, sans se formuler explicitement la nécessité que la classe ouvrière prenne le pouvoir, les canuts sont déjà 3 pas en avance par rapport à ce que la petite bourgeoisie est en mesure de lui offrir politiquement à l'époque. Pour autant, de plus en plus, les canuts ils se rapprochent aussi des idées républicaines de gauche qu'on retrouve surtout dans la Ligue des droits de l'homme, dont la section lyonnaise est principalement animée par des babouvistes, qui est un courant révolutionnaire un peu proto-communiste qu'on avait vu pendant la Révolution française. D'une certaine façon, ce courant il préfigure aussi un peu la social-démocratie, avec l'idée d'une république sociale, surplombante, qui respecterait les intérêts de toutes les classes de la société sans chercher à les abolir. Il faut dire que les républicains aussi sont insatisfaits de la monarchie de Juillet et espèrent encore une véritable république. Le gouvernement s'inquiète de ces rapprochements partout en France entre ouvriers et républicains, et particulièrement à Lyon, qui demeure la capitale industrielle du pays. Pour la seule année 1833, on compte un nombre important de 72 grèves à travers tout le pays. Et en 1834, le roi Louis-Philippe veut à nouveau faire passer une loi qui restreint le droit à l'association. Mais au mois de février, Lyon connaît un nouveau conflit entre canuts et marchands qui sont entendus collectivement pour diminuer le prix de certaines de leurs commandes. Mais ce qui change par rapport aux dernières fois, c'est l'évolution supplémentaire dans leur conscience de classe. Cette baisse des prix, elle touchait en l'état que les pelichiers, qui sont juste un corps de métier parmi d'autres. Et donc, elle ne touche pas l'ensemble des canuts. Mais c'est bien toutes les catégories de métiers qui se mobilisent, persuadées que si cette attaque partielle réussit, ce sont les salaires de tous qui seront ensuite affectés. Les organisations dont se sont dotés les canuts démontrent leur efficacité pour organiser une grève générale autant que leur divergence. Certains, principalement chez les chefs d'atelier, veulent reprendre le travail le plus vite possible. D'autres, surtout chez les ouvriers, dits compagnons du coup, veulent continuer la grève et appellent à l'insurrection. Certains veulent le tarif, d'autres la République. Les canuts sont solidaires mais divisés.
Au bout de 8 jours, la grève, bien qu'inédite dans son ampleur, finit par échouer. La baisse des prix est maintenue et 12 manifestants sont arrêtés. Le rendu de leur jugement est reporté au 9 avril, soit le même jour où, à Paris, doit être débattue la loi sur la liberté d'association. La situation est explosive. Le jour même, on a des milliers de soldats monarchistes qui sortent des casernes et coupent les routes entre les quartiers ouvriers, où ils occupent aussi les ponts, vous les voyez en bleu. Alors que le jugement va être rendu, un policier infiltré et agitateur excite la foule et appelle à l'insurrection. Il est abattu par ses collègues qui tirent à l'aveugle sur la foule, ce qui cause l'érection des premières barricades dans le Vieux-Lyon, puis à la Croix-Rousse, aux Cordeliers et aux Brotteaux. Mais contrairement à 31, les canuts sont mal préparés, isolés par les troupes monarchistes. Là, vous les voyez en rouge, ils sont complètement entourés par le bleu, qui segmentent les quartiers. Ils sont encore moins armés que 3 ans auparavant et complètement dépourvus de tout commandement. Les associations républicaines misent sur la fraternisation avec les soldats et maintiennent l'appel à l'insurrection. Le lendemain, les canuts repoussent l'armée à la guillotière et prennent l'hôtel de ville. Vey se soulève tandis que la Croix-Rousse opère une percée qui lui permet de rallier le Vieux-Lyon. Les insurgés lèvent des hommes et des armes dans les villes voisines, beaucoup plus loin que la banlieue directe, comme à Oulin, Sainte-Foy, Vénissieux, Saint-Priest et Villeurbanne. À Limonest, ils sont rejoints par une unité de soldats composée de déserteurs et condamnés à servir l'armée coloniale en Algérie. On plante des drapeaux noirs ou rouges partout sur les toits de la ville. Contrairement à 1831, on défile cette fois avec un drapeau rouge sur lequel est brodé un slogan de la Révolution française, « La République ou la mort ». Les ouvriers ne se battent plus pour un changement local de tarifs, mais pour un changement de régime politique à échelle nationale. Et donc, paradoxalement, cette insurrection, elle sera aussi beaucoup moins suivie que celle de 31. Là où 31 était une révolte de masse et de classe, on ne compte qu'un peu plus de 1000 insurgés en 34 et qui sont surtout les ouvriers les plus politisés. Le caractère plus politique de 34 permet en même temps d'avoir un soutien plus large à l'échelle du pays. On constate des barricades, manifestations ou prises d'armes par des ouvriers à Vienne, Saint-Étienne, mais aussi Marseille, Besançon, Clermont-Ferrand, Grenoble et Paris. Tous se font réprimer dans le sang par Adolphe Thiers, ministre de l'Intérieur et futur fossoyeur de la Commune de Paris de 1871. À Lyon, les soldats se démarquent par la sauvagerie de leur répression. On bombarde la ville à l'aveugle, incendie des bâtiments et mitraille ou tue à la baïonnette les habitants qui tentent de fuir. De façon générale, les soldats abattent un grand nombre de civils, vieillards et enfants qui ne prennent absolument pas part à l'insurrection. 2 jours après, on a une scène similaire qui se produit à Paris avec la répression d'une manifestation en soutien aux canuts à la rue Transnonain et qui laissera 12 morts et cette lithographie de Daumier à droite qui est assez connue. L'insurrection Canus de 1834, elle finit d'être écrasée le 15 avril après la reddition des derniers 200 insurgés à la Croix-Rousse qui souhaitent éviter un bain de sang. La répression judiciaire condamnera des centaines d'insurgés à travers la France et le régime de Louis-Philippe durcit énormément sa répression à partir de 1835. Si le mouvement des canuts se caractérise par une précocité sur le plan de la conscience politique et des modes d'organisation, sa répression sanglante par l'armée bourgeoise préfigure aussi toute la violence dont la bourgeoisie et ses bras armés sont capables lorsque leur pouvoir est en danger. Pour conclure, ce serait sans doute un peu vain d'imaginer quelles variables il aurait fallu changer pour que 1834 soit une insurrection victorieuse. La discussion, en fait, elle se situe surtout au niveau de toutes les avancées permises par un tel mouvement. À part la confiance aveugle dans le changement de camp des soldats, tout le reste des manquements des insurrections était le fruit d'un mouvement ouvrier naissant, à la fois très immature et précoce. C'est qu'en fait, le développement des canuts, de même que la classe ouvrière en général et encore plus généralement de l'histoire, il n'est pas linéaire. On l'appelle inégal et combiné. Inégal parce qu'il fait coexister des éléments tout à fait anciens et réactionnaires, par exemple des artisans propriétaires, avec d'autres bien plus modernes et avant-gardistes, par exemple des prolétaires ouvriers qui théorisent l'exploitation capitaliste 15 ans avant Marx. Et combiné parce que ces différents éléments, ils sont synthétisés dans des phénomènes historiques comme les canuts. Mais leur histoire ne s'arrête pas à cette répression. Elle va surtout se reconfigurer dans les mutations du mutualisme, qui va donc devenir influencé par l'anarchiste Proudhon, qui sera un farouche anti-révolutionnaire et qui prône, comme beaucoup d'autres mutualistes, des petites coopératives ou des banques autogérées. Nous, on est plutôt convaincus que si le socialisme, ça ne peut pas marcher dans un seul pays, alors ça pourra encore moins marcher à l'échelle d'un atelier, d'une ferme ou d'une boutique. Mais les canuts vont aussi transmettre leur capital militant et insurrectionnel à d'autres endroits et époques, particulièrement pendant le mouvement de la classe ouvrière anglaise, dit des chartistes, en 1838, ou bien pendant la Révolution de 1848. Quelques vieux canuts participeront aussi à la première internationale fondée par Marx et Engels. Mais tous ces exemples nous amènent au futur topo. Et plus qu'une hagiographie de la lutte exemplaire menée par ces canuts martyrs du mouvement ouvrier,
On peut aussi retenir des leçons pour aujourd'hui quand on voit l'ampleur de la radicalité de ces mouvements, malgré sa situation de pionnier. Si dès sa naissance, une classe ouvrière autant hybride a su poser et résoudre autant de problèmes politiques, alors on n'a pas tant à se préoccuper de tous les sociologues de comptoir qui nous disent qu'aujourd'hui, la classe ouvrière a soit disparu, soit qu'elle est trop dispersée, trop tertiarisée, ou n'importe quelle autre excuse de votre choix pour justifier que le prolétariat n'aurait plus les moyens de s'organiser pour renverser un jour le capitalisme. Ne lui reste alors qu'à voter bien sagement tous les 5 ans, plutôt que de faire de la politique par lui-même. Nous, marxistes, on considère au contraire que tant que le capitalisme existera, il existera avec lui une classe ouvrière exploitée, et donc un sujet révolutionnaire. Cette classe ouvrière, on n'attend pas en croisant les doigts pour qu'un jour peut-être elle reprenne le chemin des luttes, mais on fait le pari de construire une organisation révolutionnaire, marxiste, implantée dans la classe ouvrière, de sorte à intervenir dans la moindre de ces mobilisations pour les pousser au maximum de ses possibilités.